Bonjour à tous, écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances. J'en ai super bien profité, j'en ai profité aussi pour faire quelques vidéos, mais on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve en forêt et puis on va continuer le thème sur lequel je vous ai laissé la dernière fois, le bracketing et les réglages pour faire le bracketing. Et puis on va regarder aussi comment je travaille ça dans Lightroom. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc ce matin, comme je vous disais, je vous emmène en forêt. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous reconnaissez probablement cet arbre derrière moi parce que je suis venu souvent par ici pour faire des photos. J'ai très rarement pu le photographier comme je voulais. Et puis donc, comme j'ai eu des questions en fait avant de partir en vacances sur le bracketing, quel mode j'utilisais, comment je m'y prenais, comment ça marchait, je me suis dit bon je vais refaire une vidéo. Et puis là, les conditions s'y prêtent pas trop mal puisque ici sur cet arbre, donc, on a des bruyères. Qui en général n'étaient pas fleuries à chaque fois que je venais, donc là je suis pile poil dans le bon moment. Elles sont pas encore fleuries, ici elles sont blanches, là-bas vous voyez qu'il y a des petites taches de violet peut-être derrière moi, vous pouvez le voir un peu, et donc du coup ça me donnait de la couleur dans les images. Et puis ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un petit peu de texture et de couleur dans les nuages. Donc voilà, je me suis mis en position maintenant pour prendre la photo. On va pas beaucoup bouger ce matin, on va rester pas mal sur place. Et puis on va regarder comment justement je m'y prends pour faire du bracketing, puisque là on va avoir des zones sombres, l'arbre, et puis des zones éclairées, les nuages. Donc voilà, on regarde tout ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, au niveau des réglages pour faire le bracketing. Donc dans la vidéo précédente, j'ai quelqu'un qui m'a fait très justement remarquer, je l'avais peut-être pas vraiment précisé, mais je prends souvent mes photos donc en manuel. Donc je suis sur des réglages manuels. Alors là je me suis mis avec la sensibilité la plus basse, je suis en ISO 64. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est là je vous rapporte sur toutes les vidéos que je fais sur le triangle d'exposition. Donc quel que soit votre mode de prise de vue, donc que vous soyez en manuel ou que vous soyez sur de l'automatique, que vous soyez sur la priorité de diaphragme, sur la priorité vitesse, votre triangle, c'est-à-dire l'exposition, la vitesse et le diaphragme, ils vont toujours être le même couple quels que soient vos réglages. Donc en me réglant en manuel, si vous voyez ici donc mon petit diaphragme de position, de surexposition ou sous-exposition, donc là je vais diminuer ma vitesse et vous allez voir que petit à petit, voilà, tac, je vais me ramener vers des... Voilà, je suis bien équilibré, donc j'ai plus qu'un seul petit trait sur le 0. Je suis en F8. Si je monte mon diaphragme donc sur du F11, vous allez voir que forcément je me retrouve de nouveau sous-exposé. Et puis il va falloir que je récompense avec ma vitesse, donc une vitesse plus longue, pour de nouveau être équilibré. Et puis si je change la sensibilité, ça va être exactement pareil. Alors la sensibilité, tac, je vais augmenter ma sensibilité. Disons que je me mets en ISO 100, donc cette fois-ci je suis surexposé, donc j'ai le choix soit de baisser mon diaphragme, soit d'augmenter mon diaphragme, ok, ou soit de baisser ma vitesse. Et là je suis de nouveau bien équilibré. Donc si je me mets à F11 comme j'étais tout à l'heure, il faudra que j'ai maintenant du 3 secondes. Et ça, je dirais, si vous priorisez le diaphragme, que vous choisissez un F11, et du coup si vous voulez avoir une vitesse de 3 secondes, il faudra sélectionner un ISO 100. Si vous êtes à ISO 100, vous trouverez un 3 secondes. Et ça, l'appareil il va le faire aussi si vous êtes en mode complètement automatique, ou priorité vitesse ou priorité diaphragme. Donc priorité vitesse, c'est votre vitesse que vous allez fixer, priorité diaphragme, c'est le diaphragme que vous allez fixer, mais le trio en fait, sensibilité, vitesse, diaphragme, sera toujours le même. Donc voilà pour ce qui est d'abord de la prise de vue. Donc du coup pour le bracketing, que vous soyez en manuel, que vous soyez en automatique, que vous soyez en priorité vitesse ou diaphragme, ça peut toujours marcher. Maintenant sur des photos de paysage, je vous conseille d'au moins être soit en automatique, soit d'être en priorité diaphragme, ou soit d'être complètement manuel. Et puis si vous n'êtes pas sûr, vous aidez de ce petit indicateur pour savoir si vous êtes proprement exposé ou pas. Donc voilà, j'ai réactivé l'autofocus. Donc ici, ma composition, j'ai essayé très brièvement, j'essaie que les branches ne soient pas trop coupées.
Je veux avoir un petit peu de ciel, je veux avoir ma bruyère, j'ai ce chemin qui m'emmène vers l'arbre, et puis bon, on le voit pas forcément bien ici, mais on a un autre arbre aussi un peu mort sur le fond, donc voilà, ça complète mon image. Après, si dans ces conditions là, donc vous voyez qu'ici je suis proprement exposé pour ce qui est mon premier plan, ma bruyère et mon arbre. Par contre, bah, mon ciel, on voit plus rien de mon ciel. Si on regarde mon histogramme, donc beaucoup d'informations sur les basses lumières, et puis finalement très peu sur les hautes lumières. On voit très bien, alors c'est peut-être pas tout à fait distinguable ici, mais on voit qu'il y a un pic, et donc en fait on est plutôt cramé. Donc si je modifie ma vitesse cette fois-ci, donc je vais diminuer la vitesse et je vais être sous-exposé, on s'aperçoit qu'il y a quand même du détail dans le ciel et que ça peut être intéressant. Mais là, je suis sous-exposé pour ce qui est de mon premier plan. Donc c'est là qu'intervient le bracketing. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une exposition médiane. Donc l'exposition médiane, c'est finalement quand je crame pas trop mes hautes lumières. Donc je suis à peu près... donc on va se mettre quelque part comme ça. Alors encore une fois, je suis en manuel, mais si vous êtes en automatique, c'est le même principe, hein. Le but c'est de pas cramer les hautes lumières. Et donc une fois que ceci est fait, donc c'est là qu'intervient le bracketing. Que vous soyez en automatique, que vous soyez en manuel, que vous soyez en priorité diaphragme, donc vous avez une petite touche sur l'appareil photo qui est la touche de compensation ici. Donc vous voyez, quand vous appuyez dessus la première fois, ça apparaît à 0,0, et puis si vous continuez à rouler la molette, vous avez donc surexposition de 0,3 stop, 0,7 stop, 1 stop, 1,3, 1,7, 2, et suivant les appareils, je crois que ça peut monter jusqu'à 3 sur le mien. Je ne sais pas si c'est vrai sur tous les appareils, mais au moins 2, ça c'est sûr. Et si vous tournez la molette dans l'autre sens, et bah, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez cette fois-ci sous-exposer, compenser, hein, jusqu'à 3 stops. Donc l'idée en fait là-dessus, sur le bracketing, c'est justement, donc on va prendre notre position médiane, donc elle était ici donc à 0, tchac, ok, et puis à partir de là je vais compenser, et donc je vais ajouter 0,3 stop en plus, 0,3 stop en moins, et donc je vais pouvoir combiner les photos. Alors comme je vous le montrais hein, la dernière fois sur mon appareil, donc j'ai une fonction en fait pour faire le bracketing de manière automatique. Donc là je vais faire bon, on va faire un essai avec 0,7 stop, et on va prendre 3 images. Allez, on va prendre 3 images à 0,7 stop. Donc là il me montre l'échelle un peu de variation. Donc voilà, on est parti. Donc ici ça va être la première image, la seconde image et la troisième image. Et si vous avez prêté attention donc ici à mon petit diagramme là pour mesurer l'exposition, donc vous avez vu que petit à petit ça s'est éclairé sur l'image. Donc on va regarder les 3 images. Alors encore une fois, je sais que vous avez peut-être l'habitude maintenant si vous me suivez, mais sur l'appareil les images ne tournent pas. Donc voilà, donc ça c'est l'image à plus 0,7, donc on voit le ciel complètement cramé. Ici on est sur l'image donc à 0, donc le ciel est à peu près bien exposé, et puis là on est sous le ciel, donc sous-exposé. Alors on voit qu'on a quand même légèrement encore quelques surexpositions là-bas sur le bas. Donc du coup je vais recommencer, sauf qu'au lieu de faire cette fois-ci 3 images, pour être sûr d'avoir des images avec aucune surexposition, je vais cette fois-ci prendre 5 images au lieu de 3 images. Donc du coup on va se retrouver, alors les conditions de lumière changeant quand même un peu, c'est possible qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes photos, mais globalement on va se retrouver avec les mêmes images. Donc la première image sous-exposée, et puis au fur et à mesure on va monter vers l'exposition, la surexposition. Donc voilà pour ce qui est en fait de la prise de vue. Donc vous avez vu, on prend les images, on balance, on compense, et puis donc du coup on obtient donc l'image qu'on souhaite. Donc comme vous avez pu le voir ici là, donc c'est vraiment super. Il y a énormément de bruyère. C'est vraiment la première fois que je suis ici et que la bruyère est fleurie. Alors je ne sais pas si c'est dû à toute l'humidité qu'on a eu cet été.
Mais en tout cas, c'est super sympa. En général, elle est fleurie un petit peu plus tard, pardon. Et puis en général, comme c'est sec, elle est très vite fanée. Là, je suis assis à côté de bruyères qui commencent déjà d'ailleurs à faner, mais globalement, elle est bien violette. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il y a des petits patchs d'un autre type de bruyère là, qui est un petit peu plus blanche, comme celle sur laquelle je m'étais installé tout à l'heure, mon premier plan hein, sur l'image précédente. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment magnifique. Donc là, je me suis en me baladant, donc du coup, j'ai trouvé une autre composition qui me plaît bien. Alors, quand je suis dans ce coin-là, ça tourne toujours autour de ces 3 arbres, hein. Alors, je sais pas si celui du milieu, finalement, qui est le seul avec des feuilles, on le voit très bien sur l'image, mais vous avez donc au premier plan, donc sur la gauche, un arbre qui est relativement mort. Il a quelques feuilles en hauteur, mais vraiment très peu. Le deuxième donc qui est bien en feuilles. Alors le troisième qui est un peu comme le premier, donc commence quand même à faire quelques fleurs quelques feuilles pardon, alors que je croyais vraiment mort. Et puis au pied donc ces sapins qui sont en train de pousser au milieu. Donc on a ce tapis de bruyère, et ce qui m'intéresse, si vous regardez sur la vidéo, donc la façon dont je l'ai cadré, c'est cette diagonale finalement. Le long de la photo, où d'un côté on a le violet et d'un côté on a le vert, et puis cette enfilade des arbres qui nous amène du violet vers le vert. Donc je trouve ça assez sympathique. Je vous avouerai que comme je le vois là aujourd'hui sur l'appareil photo, je trouve les couleurs peut-être un petit peu plus saturées, et je le verrais bien avec des couleurs un petit peu plus pastel. Alors c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je suis très fort au niveau du développement, d'arriver à tirer dans les tons pastels, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur cette image parce que ça me plaît bien. Alors au niveau de la compo, je pense que là mon premier plan, l'arbre il est peut-être un petit peu, ouais, il est un peu coupé, donc je pense que je vais mon arbre là, je vais je vais redresser l'appareil photo pour avoir un petit peu plus quand même de l'arbre au premier plan. Alors ce qui est embêtant, c'est que vous voyez tout de suite, hein, sur la gauche, on a quelques hautes lumières, mais à la limite, bon, elles sont pas gênantes. Et puis si vraiment ça perturbait l'image, ça sera facile probablement de quelque part de le cloner dans Photoshop pour le faire disparaître. Mais ouais, vu comme ça, j'ai pas vraiment l'impression que c'est gênant. Alors il faut que je me méfie parce que mon arbre complètement à droite, je vais pas l'avoir entièrement d'ici, et j'ai celui qui est juste là à côté de moi, qui a quelques branches et quelques feuilles qui s'amènent dedans. Donc il va falloir que je regarde qu'au niveau du cadrage, ça passe bien pile poil. Et si c'est le cas, là je pense qu'on est en bonne position pour faire l'image. Donc c'est parti, on va faire l'image. Et puis surprise, est-ce que j'aurai réussi ou pas à faire un développement dans les tons pastels? C'est ce que vous allez voir tout de suite. Allez, c'est parti. Si on regarde la bruyère sur ce fichier RAW, donc je la trouve beaucoup trop saturée, et c'est ce que je voulais diminuer cet effet sur le développement. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé pour garder l'effet brillant dans la bruyère, mais retirer la saturation. Je suis assez satisfait du résultat sur cette première image. J'ai voulu le répéter sur les images que je vais prendre un peu plus tard, et vous le verrez, je suis beaucoup moins satisfait, notamment sur les tonalités où je pense que j'ai un peu trop poussé sur les jaunes, mais ici en basse lumière c'était plutôt sympa. Donc voilà, donc on va revenir sur ce qui était le sujet de notre vidéo. Le sujet de notre vidéo, donc c'était les expositions, le bracketing, et donc comment on monte ça dans Lightroom. Et c'est parti, on se retrouve maintenant devant l'ordinateur et on va regarder comment les premières images, je les monte dans Lightroom pour assembler toutes ces images avec ces différentes expositions. Allez, c'est parti sur l'ordinateur. Donc nous voici au bureau pour parler du traitement dans Lightroom. Alors c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur Lightroom, parce que je m'étais aperçu que c'était pas forcément ce que les gens attendaient de mes vidéos. Mais là, la demande générale, donc on se retrouve devant Lightroom, et puis ceux qui préfèrent ce qui se passe sur le terrain, donc je vous invite à passer au chapitre suivant. J'ai mis des petits chapitres dans la vidéo, donc vous pouvez tout de suite zapper et puis vous retrouver nous, qu'on se retrouve donc sur le terrain. Et puis ceux qui sont intéressés par Lightroom, je vous invite à rester ici, et puis on va regarder donc comment dans Lightroom on fait une photo en HDR. Donc ici j'ai chargé sur mon écran mes photos. Donc on a les 3 photos ici avec les expositions
différentes. Donc du coup, si vous regardez sur la photo, on va prendre la photo la plus la plus éclairée. Donc je vais passer dans le module de développement de Lightroom. Donc on s'aperçoit que ici, donc j'ai des fortes lumières, qui sont même cramées sur les hautes lumières. Et vous voyez que si je descends mon exposition au maximum, j'ai toujours un pic là ici dans les bleus, et donc j'ai toujours des informations qui manquent à un certain moment sur l'image. Et puis là vous voyez très bien que c'est carrément pas exploitable. Donc du coup, comment ça se passe dans Lightroom? Vous sélectionnez vos 3 photos. Donc on va revenir dans le module de développement, vous sélectionnez vos 3 photos, vous faites un clic droit, vous faites Photo Merge HDR. Donc là ça va être un petit peu long. Lightroom est en train de travailler pour créer donc le HDR, c'est-à-dire qu'il va assembler les 3 images ensemble avec les 3 expositions différentes pour créer donc l'image en résolution avec les informations, je dirais, maximales sur les hautes et sur les basses lumières. Donc c'est relativement simple. Comme vous le voyez, il y a juste à faire un clic droit, donc Photo Merge HDR, et c'est parti. Que vous ayez 3, 5, 10 ou 20 photos, vous pouvez faire comme vous voulez. Le seul souci, c'est que vous voyez, sur les performances de l'ordinateur, ça peut être parfois un petit peu long. Donc voilà, ma photo est arrivée, ici en HDR. Donc en général, ce que je fais, ce que je préconise, c'est de demander l'auto-align, c'est-à-dire que Lightroom va aligner les photos ensemble pour créer le HDR. Je lui demande de faire rien sur ma photo, donc de la laisser dans l'état où elle est, c'est-à-dire comme c'était sur les fichiers RAW. Et puis ensuite, donc la petite astuce, c'est que vous avez cette possibilité de déghost. Alors le déghost, c'est quoi? Ici, vous le voyez, finalement, je suis en position haute, mais il n'y a rien qui se passe. Le déghost, c'est si vous avez des informations qui ont bougé. Donc, ça peut être les nuages, un oiseau qui passe, quelque chose comme ça sur la photo, qui fait qu'entre les 3 images, il y a eu du mouvement. Et Lightroom va essayer en fait de détecter ça et de reconstituer l'image pour éviter justement d'avoir un fantôme finalement qui se promène sur l'image. Donc, sur cette image-là, avec les 3, j'ai pas de déghost. Je vais vous montrer ce que ça donnait donc avec les 5 images, puisque là, le vent est commencé à se lever, et donc vous voyez que dans les nuages, vous voyez que dans les feuilles il y a eu du mouvement, et donc Lightroom a traité ces informations là, que ça soit sur le médium ou que ça soit sur le high, donc avec des valeurs différentes, mais il traite ces informations là pour essayer de conserver les informations sans cet effet de fantôme et donc de flou sur l'image. Donc voilà. Une fois que vous avez fait cette opération, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Merge, et puis donc Lightroom va assembler ces 3 images. Donc là, je vais l'annuler puisque je l'avais fait avant, ça ira beaucoup plus vite. Et donc on se retrouve avec cette image. Donc cette image qui est la photo donc des 3 assemblées. Et là, donc si on passe dans le module de développement, vous apercevez que si je descends l'exposition, vous voyez que ici, en haut à droite, on a beaucoup moins de surexposition sur les lumières bleues, même si quasiment là je pourrais même augmenter mon image. Donc vous voyez, à 0 on est pile poil, et puis si je continue à descendre, voilà, dans le bleu j'ai pas d'informations cramées, et donc je peux récupérer énormément d'informations. Et puis à l'inverse, si je continue donc à surexposer mon image, alors forcément je suis en train de cramer sur les hautes lumières, mais vous voyez qu'on récupère énormément d'informations. Regardez sur le tronc par exemple, sur les basses lumières. Donc voilà en fait l'intérêt de la photo en HDR. Alors après, au développement, la tendance que peuvent avoir beaucoup de personnes, c'est de dire du coup je diminue au maximum mes hautes lumières, je sors au maximum mes ombres, je remets un petit peu plus d'exposition, et voilà ma photo. Alors ça en fait c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Parce que vous voyez qu'en fait on a une photo un peu bizarre, avec un ciel qui semble lumineux, avec un avant-plan qui semble manquer de lumière finalement. Et donc sur les photos HDR, ce que je préconise beaucoup plus, c'est de faire des traitements finalement séparés, et puis d'utiliser les filtres radiants, les filtres gradients, et puis aussi les filtres avec le pinceau, voire à faire le développement dans Lightroom. Donc sur cette image là, j'ai fait 2 tentatives de développement, une dans Lightroom, une dans Photoshop. Puisque maintenant c'est fini donc pour cette partie HDR sur Lightroom, donc vous l'avez vu, c'était relativement simple, et je vous invite à voir les photos après développées et dans Lightroom et en Photoshop.
Allez, on se retrouve sur le terrain maintenant. A tout de suite. Je suis resté en position par rapport à où j'étais tout à l'heure. Donc là on n'est plus sur des photos de bracketing, mais comme vous pouvez le voir un peu sur mon visage, donc on a le soleil là qui arrive sur la gauche et qui va commencer à balayer un peu les bruyères. Donc là je me suis mis en format paysage, et puis donc on va regarder ensemble ce que ça peut donner cette image. Donc comme vous le voyez par rapport à tout à l'heure, donc la petite vidéo là dans l'encart. On a les lumières qui sont en train de changer, on a cet éclairage sur la partie gauche de l'arbre qui arrive, ainsi que sur les fougères. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Bon, sur la partie haute il y a des lumières, mais à la limite ça c'est quelque chose que je peux utiliser finalement lors du développement, parce que c'est pas non plus trop brillant. Je trouve que là on a une bonne compo. Encore une fois on joue entre les verts et puis les violets. Alors là pour le coup sur celle-ci je suis pas sûr au niveau du développement pastel, mais si j'ai réussi sur la première image, je conserverai ce type de développement sur cette image là aussi, parce que ça peut être intéressant. Donc il va falloir maintenant être patient et pas louper l'instant. C'est un peu le dilemme. Donc comme vous le voyez je suis dans une pente, le soleil est en train de se lever, donc au moment où le soleil va être vraiment parallèle à la pente, je vais avoir une bonne lumière, et donc en espérant que les nuages passent pas devant, donc ça va être super. Et c'est à ce moment là qu'il va falloir déclencher, parce que très rapidement il va se lever, et donc là on va commencer à intégrer des ombres beaucoup plus brutales finalement dans la composition. Donc voilà, là je suis en position, je pense que mon cadrage j'en suis satisfait. Donc on va attendre, on va juste attendre la lumière. Allez, c'est parti. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette image je suis un peu déçu, puisque sur le fichier RAW donc on a des couleurs qui sont beaucoup moins saturées que précédemment sur la première image. En revanche au développement j'ai pas su correctement exploiter ces lumières chaudes qu'il y avait sur l'arbre et sur les bruyères, et du coup je trouve mes photos un peu jaunes. Donc très clairement je reviendrai sur le développement de cette image, parce que je pense qu'il y a du potentiel, mais j'ai pas vraiment su l'exploiter sur mes deux développements dans Lightroom ou Photoshop. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour cette première vidéo de cette nouvelle saison ensemble. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que ça va vous apporter les réponses que vous attendiez, donc par rapport à toutes les questions qui s'étaient posées sur la précédente vidéo sur le bracketing. Si c'est le cas, on ne change pas la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours super sympa d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, une des prochaines vidéos, ça va être justement sur tous ces échanges. Je pense que ça sera dimanche prochain, où je vais rassembler tous les commentaires et je vais les partager avec vous, parce qu'il y a plein d'informations super intéressantes ici dans la vidéo. Donc ça sera pour dimanche prochain. D'ici là, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je ne vais pas vous dire on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques, parce que d'abord je vais vous montrer une photo donc que j'ai prise ici quand j'attendais pour la lumière, donc assez marrant, de cette petite sauterelle là qui est passée juste à côté et qui est cachée dans la bruyère. Donc je vous montre la photo ici. J'espère que cette photo vous plaira aussi, et maintenant je vous souhaite donc un bon dimanche, une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.